Orgueil et préjugés, partie 8, chapitre 45. Convaincue maintenant que l'antipathie de Miss Bingley était uniquement l'effet de la jalousie, Élisabeth songeait que son arrivée à Pemberley ne causerait à celle-ci aucun plaisir, et elle se demandait avec curiosité en quels termes elles allaient renouer connaissance. À leur arrivée, on leur fit traverser le hall pour gagner le salon. Cette pièce, exposée au nord, était d'une fraîcheur délicieuse. Par les fenêtres ouvertes, on voyait les hautes collines boisées qui s'élevaient derrière le château et, plus près, des chênes et des châtaigniers magnifiques se dressant çà et là sur une pelouse. Les visiteuses y furent reçues par Miss Darcy, qui s'y trouvait en compagnie de Mrs. Hurst, de Miss Bingley et de la personne qui lui servait de chaperon à Londres. L'accueil de Georgiana fut plein de politesse, mais empreint de cette gêne causée par la timidité qui pouvait donner à ses inférieurs une impression de hautaine réserve. Mrs. Gardiner et sa nièce, cependant, lui rendirent justice, tout en compatissant à son embarras. Mrs. Hurst et Miss Bingley les honorèrent simplement d'une révérence et, lorsqu'elles se furent assises, il y eut un silence, embarrassant comme tous les silences, qui dura quelques instants. Ce fut Mrs. Annesley, personne d'aspect sympathique et distingué, qui le rompit, et ses efforts pour trouver quelque chose d'intéressant à dire montrèrent la supériorité de son éducation sur celle de ses compagnes. La conversation parvint à s'établir entre elle et Mrs. Gardiner avec un peu d'aide du côté d'Élisabeth. Miss Darcy paraissait désireuse d'y prendre part, et risquait de temps à autre une courte phrase quand elle avait le moins de chance d'être entendue. Élisabeth s'aperçut bientôt qu'elle était étroitement observée par Miss Bingley et qu'elle ne pouvait dire un mot à Miss Darcy sans attirer immédiatement son attention. Cette surveillance ne l'aurait pas empêchée d'essayer de causer avec Georgiana sans la distance incommode qui les séparait l'une de l'autre. Mais Élisabeth ne regrettait pas d'être dispensée de parler beaucoup. Ses pensées suffisaient à l'occuper. À tout moment, elle s'attendait à voir apparaître le maître de la maison et ne savait si elle le souhaitait ou si elle le redoutait davantage. Après être restée un quart d'heure sans ouvrir la bouche, Miss Bingley surprit Élisabeth en la questionnant d'un ton froid sur la santé de sa famille. Ayant reçu une réponse aussi brève et aussi froide, elle retomba dans son mutisme. L'arrivée de domestiques apportant une collation composée de viande froide, de gâteaux et des plus beaux fruits de la saison amena une diversion. Il y avait là de quoi occuper agréablement tout le monde, et de belles pyramides de raisins, de pêches et de brugnons rassemblèrent toutes les dames autour de la table. À cet instant, Élisabeth put être fixée sur ses sentiments par l'entrée de M. Darcy dans le salon. Il revenait de la rivière, où il avait passé quelque temps avec Mr. Gardiner et 2 ou 3 hôtes du château, et les avait quittés seulement quand il avait appris que Mrs. Gardiner et sa nièce se proposaient de faire visite à Georgiana. Dès qu'il apparut, Élisabeth prit la résolution de se montrer parfaitement calme et naturelle. Résolution d'autant plus sage, sinon plus facile à tenir, qu'elle sentait éveiller les soupçons de toutes les personnes présentes, et que tous les yeux étaient tournés vers M. Darcy dès son entrée pour observer son attitude. Aucune physionomie ne reflétait une curiosité plus vive que celle de Miss Bingley, en dépit des sourires qu'elle prodiguait à l'un de ceux qui en étaient l'objet, car la jalousie ne lui avait pas enlevé tout espoir, et son empressement auprès de M. Darcy restait le même. Miss Darcy s'efforça de parler davantage en présence de son frère. Lui-même laissa voir à Élisabeth combien il désirait qu'elle fît plus ample connaissance avec sa sœur, et tâcha d'animer leurs essais de conversation. Miss Bingley le remarquait aussi et, dans l'imprudence de sa colère, saisit la première occasion pour demander avec une politesse moqueuse. « Eh bien, Miss Eliza, est-ce que le régiment de la milice n'a pas quitté Meryton ? Ce doit être une grande perte pour votre famille. » En présence de M. Darcy, elle n'osa pas prononcer le nom de Wickham, mais Élisabeth comprit tout de suite que c'était à lui que Miss Bingley faisait allusion, et les souvenirs que ce nom éveillait la troublèrent un moment.
Un effort énergique lui permit de répondre à cette attaque d'un ton suffisamment détaché. Tout en parlant, d'un coup d'œil involontaire, elle vit Darcy, le visage plus coloré, lui jeter un regard ardent, tandis que sa sœur, saisie de confusion, n'osait même pas lever les yeux. Si Miss Bingley avait su la peine qu'elle infligeait à sa très chère amie, elle se serait sans doute abstenue de cette insinuation. Mais elle voulait simplement embarrasser Élisabeth par cette allusion à un homme pour lequel elle lui croyait une préférence, espérant qu'elle trahirait une émotion qui pourrait la desservir aux yeux de Darcy. Voulant aussi, peut-être, rappeler à ce dernier les sottises et les absurdités commises par une partie de la famille Bennet à propos du régiment. Du projet d'enlèvement de Miss Darcy, elle ne savait pas un mot. L'air tranquille d'Élisabeth calma vite l'émotion de M. Darcy, et, comme Miss Bingley, désappointée, n'osa faire une allusion plus précise à Wickham, Georgiana se remit aussi peu à peu, mais pas assez pour retrouver le courage d'ouvrir la bouche avant la fin de la visite. Son frère, dont elle n'osait rencontrer le regard, avait presque oublié ce qui la concernait en cette affaire, et l'incident calculé pour le détourner d'Élisabeth semblait, au contraire, avoir fixé sa pensée sur elle avec plus de confiance qu'auparavant. La visite prit fin peu après. Pendant que M. Darcy accompagnait Mrs. Gardiner et sa nièce jusqu'à leur voiture, Miss Bingley, pour se soulager, se répandit en critiques sur Élisabeth, sur ses manières et sa toilette, mais Georgiana se garda bien de lui faire écho. Pour accorder ses bonnes grâces, elle ne consultait que le jugement de son frère, qui était infaillible à ses yeux. Or, il avait parlé d'Élisabeth en des termes tels que Georgiana ne pouvait que la trouver aimable et charmante. Quand Darcy rentra au salon, Miss Bingley ne put s'empêcher de lui répéter une partie de ce qu'elle venait de dire à sa sœur. « Comme Eliza Bennet a changé depuis l'hiver dernier. Elle a bruni et perdu toute finesse. Nous disions à l'instant, Louisa et moi, que nous ne l'aurions pas reconnue. » Quel que fût le déplaisir causé à M. Darcy par ces paroles, il se contenta de répondre qu'il ne remarquait chez Élisabeth d'autre changement que le hâle de son teint, conséquence assez naturelle d'un voyage fait au cœur de l'été. « Pour ma part, répliqua Miss Bingley, j'avoue que je n'ai jamais pu découvrir chez elle le moindre attrait. Elle a le visage trop mince, le teint sans éclat, ses traits n'ont aucune beauté, son nez manque de caractère, et quant à ses yeux, que j'ai entendus parfois tellement vantés, je ne leur trouve rien d'extraordinaire. Ils ont un regard perçant et désagréable, que je n'aime pas du tout, et toute sa personne respire une suffisance intolérable. » Convaincue comme elle l'était de l'admiration de Darcy pour Élisabeth, Miss Bingley s'y prenait vraiment bien mal pour lui plaire. Mais la colère est souvent mauvaise conseillère, et tout le succès qu'elle obtint, et qu'elle méritait, fut d'avoir blessé Darcy. Il gardait toutefois un silence obstiné et, comme si elle avait résolu à toute fin de le faire parler, elle poursuivit. « Quand nous l'avons vue pour la première fois en Hertfordshire, je me rappelle à quel point nous avions été surprises d'apprendre qu'elle était considérée là-bas comme une beauté. Je vous entends encore nous dire, un jour où elle était venue à Netherfield, « Jolie, Miss Elizabeth Bennet !» Autant dire que sa mère est une femme d'esprit. Cependant, elle a paru faire ensuite quelques progrès dans votre estime, et il fut même un temps, je crois, où vous la trouviez assez bien. En effet, répliqua Darcy, incapable de se contenir plus longtemps. Mais c'était au commencement. Car voilà bien des mois que je la considère comme une des plus jolies femmes de ma connaissance. Là-dessus, il sortit, laissant Miss Bingley savourer la satisfaction de lui avoir fait dire ce qu'elle désirait le moins entendre. Mrs. Gardiner et Élisabeth, pendant leur retour, parlèrent de tout ce qui s'était passé pendant la visite, excepté de ce qui les intéressait davantage l'une et l'autre. Elles échangèrent leurs impressions sur tout le monde, sauf sur celui qui les occupait le plus. Elles parlèrent de sa sœur, de ses amis, de sa maison, de ses fruits, de tout, excepté de lui-même. Cependant, Élisabeth brûlait de savoir ce que sa tante pensait de M. Darcy, et Mrs. Gardiner aurait été infiniment reconnaissante à sa nièce si elle avait entamé ce sujet la première. Chapitre 46.
Elizabeth avait été fort désappointée en arrivant à Lambton de ne pas y trouver une lettre de Jane. Et chaque courrier avait renouvelé cette déception. Le matin du 3e jour, cependant, l'arrivée de 2 lettres à la fois mit fin à son attente. L'une des 2 lettres, dont l'adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaise direction, ce qui expliquait le retard. Son oncle et sa tante, qui s'apprêtaient à l'emmener faire une promenade, sortirent seuls pour lui permettre de prendre tranquillement connaissance de son courrier. Elizabeth ouvrit en premier la lettre égarée, qui datait déjà de 5 jours. Jane lui racontait d'abord leur dernière réunion et les menues nouvelles locales. Mais la seconde partie, qui avait été écrite un jour plus tard et témoignait chez Jane d'un état de grande agitation, donnait des nouvelles d'une autre importance. Depuis hier, très chère Lady, s'est produit un événement des plus inattendus et des plus graves. Mais j'ai peur de vous alarmer. Ne craignez rien, nous sommes tous en bonne santé. Ce que j'ai à vous dire concerne la pauvre Lydia. Hier soir à minuit, tout le monde ici étant couché, est arrivé un express envoyé par le colonel Forster pour nous informer qu'elle était partie pour l'Écosse avec un de ses officiers, pour tout dire, avec Wickham. Vous pensez quelle fut notre stupéfaction? Kitty, cependant, paraissait beaucoup moins étonnée que nous. Quant à moi, je suis on ne peut plus bouleversée. Quel mariage imprudent pour l'un comme pour l'autre! Mais j'essaye de ne pas voir les choses trop en noir, et je veux croire que Wickham vaut mieux que sa réputation. Je le crois léger et imprudent, mais ce qu'il a fait ne décèle pas une nature foncièrement mauvaise, et son choix prouve au moins son désintéressement, car il n'ignore pas que mon père ne peut rien donner à Lydia. Notre pauvre mère est extrêmement affligée. Mon père supporte mieux ce choc. Comme je suis heureuse que nous ne leur ayons pas communiqué ce que nous savions sur Wickham, il faut maintenant l'oublier nous-mêmes. Ils ont dû partir tous 2 samedi soir, vers minuit, mais on ne s'est aperçu de leur fuite que le lendemain matin, vers 8 heures. L'express nous a été envoyé immédiatement. Ma chère Lydie, ils ont dû passer à 10 milles seulement de Langbourn. Le colonel nous fait prévoir qu'il arrivera lui-même sous peu. Lydia avait laissé un mot à sa femme pour lui annoncer sa détermination. Je suis obligée de m'arrêter, car on ne peut laisser notre pauvre mère seule très longtemps. Je sais à peine ce que j'écris. J'espère que vous pourrez tout de même me comprendre. Sans s'arrêter une seconde pour réfléchir, et se rendant à peine compte de ce qu'elle éprouvait, Elizabeth saisit la seconde lettre et l'ouvrit fébrilement. Elle contenait ce qui suit. En ce moment, ma chère Lydie, vous avez sans doute déjà la lettre que je vous ai griffonnée hier à la hâte. J'espère que celle-ci sera plus intelligible. Toutefois, ma pauvre tête est dans un tel état que je ne puis répondre de mettre beaucoup de suite dans ce que j'écris. Ma chère Lydie, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Il vaut mieux vous les dire tout de suite. Tout imprudent que nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia et M. Wickham, nous ne demandons maintenant qu'à recevoir l'assurance qu'il a bien eu lieu, car trop de raisons nous font craindre qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le colonel Forster est arrivé hier ici, ayant quitté Brighton peu d'heures après son express. Bien que la courte lettre de Lydia à sa femme leur eût donné à croire que le couple se rendait à Gretna Green, quelques mots qui échappèrent à Denny, exprimant la conviction que Wickham n'avait jamais eu la moindre intention d'aller en Écosse, pas plus que celle d'épouser Lydia, avaient été rapportés au colonel Forster, qui, prenant alarme, était parti sur l'heure de Brighton pour essayer de relever leurs traces. Il avait pu les suivre facilement jusqu'à Clapham, mais pas plus loin, car en arrivant dans cette ville, ils avaient abandonné la chaise de poste qui les avait amenés d'Epsom pour prendre une voiture de louage. Tout ce qu'on sait à partir de ce moment, c'est qu'on les a vus poursuivre leur voyage vers Londres. Je me perds en conjectures. Après avoir fait toutes les enquêtes possibles de ce côté, le colonel Forster a pris la route de Langbourn en les renouvelant à toutes les barrières et toutes les auberges de Barnet et de Hatfield. Personne répondant à leur signalement n'avait été remarqué. Il est arrivé à Langbourn en nous témoignant la plus grande sympathie et nous a communiqué ses appréhensions en des termes qui font honneur à ses sentiments. Ni lui, ni sa femme, vraiment, ne méritent aucun reproche.
Notre désolation est grande, ma chère Lydie. Mon père et ma mère craignent le pire, mais je ne puis croire à tant de perversité de la part de Wickham. Bien des circonstances ont pu leur faire préférer se marier secrètement à Londres plutôt que de suivre leur premier plan. Et même si Wickham avait pu concevoir de tels desseins sur une jeune fille du milieu de Lydia, pouvons-nous supposer qu'elle aurait perdu à ce point le sentiment de son honneur et de sa dignité? C'est impossible. J'ai le regret de dire, néanmoins, que le colonel Forster ne semble pas disposé à partager l'optimisme de mes suppositions. Il a secoué la tête lorsque je les ai exprimées devant lui et m'a répondu qu'il craignait qu'on ne pût avoir aucune confiance en Wickham. Ma pauvre maman est réellement malade et garde la chambre. Si elle pouvait prendre un peu d'empire sur elle-même, mais il n'y faut pas compter. Quant à notre père, de ma vie, je ne l'ai vu aussi affecté. La pauvre Kitty s'en veut d'avoir dissimulé cette intrigue, mais peut-on lui reprocher d'avoir gardé pour elle une confidence faite sous le sceau du secret? Je suis heureuse, ma chère Lydie, que vous ayez échappé à ces scènes pénibles, mais maintenant que le premier choc est reçu, j'avoue qu'il me tarde de vous voir de retour. Je ne suis pas assez égoïste, cependant, pour vous presser de revenir plus tôt que vous ne le souhaitez. Adieu. Je reprends la plume pour vous prier de faire ce qu'à l'instant je n'osais vous demander. Les circonstances sont telles que je ne puis m'empêcher de vous supplier de revenir tout aussitôt que possible. Je connais assez mon oncle et ma tante pour ne pas craindre de leur adresser cette prière. J'ai encore une autre demande à faire à mon oncle. Mon père part à l'instant avec le colonel Forster pour Londres, où il veut essayer de découvrir Lydia. Par quels moyens, je l'ignore, mais son extrême désarroi l'empêchera, je le crains, de prendre les mesures les plus judicieuses, et le colonel Forster est obligé d'être de retour à Brighton demain soir. Dans une telle conjoncture, les conseils et l'aide de mon oncle lui seraient infiniment utiles. Il comprendra mon sentiment, et je m'en remets à sa grande bonté. « Mon oncle! Où est mon oncle ?» s'écria Élisabeth après avoir achevé sa lecture, s'élançant pour courir à sa recherche sans perdre une minute. Elle arrivait à la porte lorsque celle-ci fut ouverte par un domestique et livra passage à M. Darcy. La pâleur de la jeune fille et son air agité le firent tressaillir, mais avant qu'il eût pu se remettre de sa surprise et lui adresser la parole, Élisabeth, qui n'avait plus d'autre pensée que celle de Lydia, s'écria « Pardonnez-moi, je vous en prie, si je suis obligée de vous quitter, mais il faut que je trouve à l'instant Mr. Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n'ai pas un instant à perdre. »« Grand Dieu, qu'avez-vous donc ?» s'écria Darcy, avec plus de sympathie que de discrétion, puis, se reprenant, « Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettez-moi que ce soit moi, ou bien votre domestique, qui aille chercher Mr. et Mrs. Gardiner. Vous êtes incapable d'y aller vous-même. » Élisabeth hésita, mais ses jambes se dérobaient sous elle et, comprenant qu'il n'y avait aucun avantage à faire elle-même cette recherche, elle rappela le domestique et, d'une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donna l'ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu'il fut parti, elle se laissa tomber sur un siège, l'air si défait que Darcy ne put se résoudre à la quitter ni s'empêcher de lui dire d'un ton plein de douceur et de commisération. « Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelque soulagement? Un peu de vin, peut-être? Je vais aller vous en chercher. Vous êtes toute pâle. »« Non, je vous remercie, » répondit Élisabeth en tâchant de se remettre. « Je vous assure que je n'ai rien. Je suis seulement bouleversée par des nouvelles désolantes que je viens de recevoir de Longbourn. » En parlant ainsi, elle fondit en larmes, et, pendant quelques minutes, se trouva dans l'impossibilité de continuer. Darcy, anxieux et désolé, ne put que murmurer quelques mots indistincts sur sa sympathie et la considérer avec une muette compassion. À la fin, elle put reprendre. « Je viens de recevoir une lettre de Jane, avec des nouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis. Elle s'est enfuie, avec... Elle s'est livrée au pouvoir de Mr. Wickham. Vous le connaissez assez pour soupçonner le reste. Elle n'a ni dot, ni situation, ni rien qui puisse le tenter. Elle est perdue à jamais. » Darcy restait immobile et muet d'étonnement.
Quand je pense, ajouta-t-elle d'une voix encore plus agitée, que j'aurais pu empêcher un pareil malheur, moi qui savais ce qu'il valait. Si j'avais seulement répété chez moi une partie de ce que je savais. Si on l'avait connu pour ce qu'il était, cela ne serait pas arrivé. Et maintenant, il est trop tard. Je suis désolé, s'écria Darcy, désolé et indigné. Mais tout cela est-il certain, absolument certain? Hélas, oui. Ils ont quitté Brighton dans la nuit de dimanche, et on a pu relever leurs traces presque jusqu'à Londres, mais pas plus loin. Ils ne sont certainement pas allés en Écosse. Et qu'a-t-on fait jusqu'ici? Qu'a-t-on tenté pour la retrouver? Mon père est parti pour Londres, et Jane écrit pour demander l'aide immédiate de mon oncle. Nous allons partir, je pense, d'ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire? Quel recours y a-t-il contre un tel homme? Arrivera-t-on même à les découvrir? Je n'ai pas le plus léger espoir. La situation est horrible sous tous ses aspects. Darcy acquiesça de la tête, silencieusement. Ah, quand on m'a ouvert les yeux sur la véritable nature de cet homme, si j'avais su alors quel était mon devoir! Mais je n'ai pas su. J'ai eu peur d'aller trop loin. Quelle funeste erreur! Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l'entendre, plongé dans une profonde méditation. Il arpentait la pièce d'un air sombre et le front contracté. Élisabeth le remarqua et comprit aussitôt. Le pouvoir qu'elle avait eu sur lui s'évanouissait, sans doute. Tout devait céder devant la preuve d'une telle faiblesse dans sa famille, devant l'assurance d'une si profonde disgrâce. Elle ne pouvait pas plus s'en étonner que condamner Darcy. Mais la conviction qu'il faisait effort pour se ressaisir n'apportait aucun adoucissement à sa détresse. D'autre part, c'était pour elle le moyen de connaître la véritable nature des sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant où l'aimer devenait désormais chose vaine. Mais elle ne pouvait songer longtemps à elle-même. Lydia, l'humiliation et le chagrin qu'elle leur infligeait à tous eurent au fait d'écarter toute autre préoccupation. Et, plongeant sa figure dans son mouchoir, Élisabeth perdit de vue tout le reste. Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalité par la voix de son compagnon. D'un accent qui exprimait la compassion, mais aussi une certaine gêne, il lui disait « J'ai peur, en restant près de vous, de m'être montré indiscret. Je n'ai aucune excuse à invoquer, sinon celle d'une très réelle, mais bien vaine sympathie. Plus à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de vous apporter quelque soulagement dans une telle détresse. Mais je ne veux pas vous importuner de souhaits inutiles et qui sembleraient réclamer votre reconnaissance. Ce malheureux événement, je le crains, va priver ma sœur du plaisir de vous voir à Pemberley aujourd'hui. Hélas, oui. Soyez assez bon pour exprimer nos regrets à Miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nous rappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tant qu'elle ne sera pas ébruitée. Je sais que ce ne sera pas pour bien longtemps. Il l'assura de sa discrétion, exprima encore une fois la part qu'il prenait à son chagrin, souhaita une conclusion plus heureuse que les circonstances présentes ne le faisaient espérer, et, l'enveloppant d'un dernier regard, prit congé d'elle. Au moment où il disparaissait, Élisabeth se dit qu'ils avaient bien peu de chance de se rencontrer de nouveau dans cette atmosphère de cordialité qui avait fait le charme de leurs entrevues en Derbyshire. Au souvenir de leurs rapports si divers et si pleins de revirements, elle songea en soupirant à ces étranges vicissitudes de sentiments qui lui faisaient souhaiter maintenant la continuation de ces rapports après l'avoir amené jadis à se réjouir de leur rupture. Elle voyait partir Darcy avec regret, et cet exemple immédiat des conséquences que devait avoir la conduite de Lydia lui fut, au milieu de ses réflexions, une nouvelle cause d'angoisse. Depuis qu'elle avait lu la seconde lettre, elle n'avait plus le moindre espoir quant à l'honnêteté des intentions de Wickham et à son dessein d'épouser Lydia. Il fallait être Jane pour se flatter d'une telle illusion. Tant qu'elle n'avait connu que le contenu de la première lettre, elle s'était demandé avec une surprise indicible comment Wickham pouvait avoir l'idée d'épouser une jeune fille qu'il savait sans fortune. Que Lydia eût pu se l'attacher lui semblait également incompréhensible. Mais tout s'expliquait maintenant. Pour ce genre d'attachement,
Lydia avait suffisamment de charme. Certes, Élisabeth ne pensait pas que celle-ci eût pu consentir à un enlèvement où il n'aurait pas été question de mariage, mais elle se rendait compte aisément que ni la vertu ni le bon sens ne pouvaient empêcher sa sœur de devenir une proie facile. Il lui tardait maintenant d'être de retour. Elle brûlait d'être sur les lieux, de pouvoir se renseigner et de partager avec sa sœur les soucis qui, dans une maison aussi bouleversée et en l'absence du père, devaient retomber uniquement sur Jane. Malgré sa crainte de voir rester vains les efforts tentés pour sauver Lydia, elle estimait l'intervention de son oncle de la plus haute importance et attendait son retour dans la plus douloureuse agitation. Mr. et Mrs. Gardiner arrivèrent tout effrayés, le rapport du domestique leur ayant fait croire que leur nièce se trouvait subitement malade. Elle les rassura sur ce point et leur communiqua immédiatement les 2 lettres de Jane. D'une voix tremblante d'émotion, elle souligna le post-scriptum de la seconde. L'affliction de Mr. et de Mrs. Gardiner fut profonde, bien que Lydia n'eût jamais été leur favorite, mais il ne s'agissait pas d'elle seule. Sa disgrâce atteignait toute sa famille. Après les premières exclamations de surprise et d'horreur, Mr. Gardiner promit sans hésiter tout son concours. Sa nièce, bien qu'elle n'attendît pas moins de lui, le remercia avec des larmes de reconnaissance. Tous 3, se trouvant animés du même esprit, leurs dispositions en vue du départ furent prises rapidement. Il fallait se mettre en route aussi vite que possible. « Et notre invitation à Pemberley ? Qu'allons-nous faire à ce sujet ?» s'écria Mrs. Gardiner. « John nous a dit que Mr. Darcy était présent quand vous l'avez envoyé nous chercher. Est-ce bien exact ? » ?»« Parfaitement, et je lui ai dit que nous ne pourrions tenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté. »« Qu'est-ce qui est réglé ?» se demandait la tante en courant à sa chambre pour se préparer au départ. Sont-ils dans des termes tels qu'elle ait pu lui découvrir la vérité ? Je donnerais beaucoup pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Si Élisabeth avait eu le loisir de rester inactive, elle se serait sûrement crue incapable de faire quoi que ce fût dans le désarroi où elle se trouvait, mais elle dut aider sa tante dans ses préparatifs qui comprenaient l'obligation d'écrire à tous leurs amis de Lambton afin de leur donner une explication plausible de leur départ subit. En 1 heure, cependant, tout fut terminé, et Mr. Gardiner ayant, pendant ce temps, réglé ses comptes à l'hôtel, il n'y eut plus qu'à partir. Après cette dure matinée, Élisabeth se trouva, en moins de temps qu'elle ne l'aurait supposé, installée en voiture et sur la route de Longbourn. Chapitre 47. Plus je réfléchis à cette affaire, Élisabeth, lui dit son oncle comme il quittait la ville, plus j'incline à penser comme votre sœur aînée. Il me semble si étrange qu'un jeune homme ait pu former un tel dessein sur une jeune fille qui n'est pas, certes, sans protecteur et sans amis, et qui, par contre, résidait dans la famille de son colonel, que je suis très enclin à adopter la supposition la plus favorable. Wickham pouvait-il s'attendre à ce que la famille de Lydia n'intervînt pas, ou pouvait-il ignorer qu'il serait mis au banc de son régiment après un tel affront fait au colonel Forster ? Le risque serait hors de proportion avec le but. « Le croyez-vous vraiment ?» s'écria Élisabeth, dont le visage s'éclaira un instant. « Pour ma part, » s'écria Mrs. Gardiner, « je commence à être de l'avis de votre oncle. Il y aurait là un trop grand oubli de la bienséance, de l'honneur et de ses propres intérêts pour que Wickham puisse en être accusé. Vous-même, Lizzie, avez-vous perdu toute estime pour lui au point de l'en croire capable ? Capable de négliger ses intérêts, non, je ne le crois pas, mais de négliger tout le reste, oui, certes. Si cependant tout était pour le mieux. Mais je n'ose l'espérer. Pourquoi, dans ce cas, ne serait-il pas parti pour l'Écosse ? En premier lieu, répliqua Mr. Gardiner, il n'y a pas de preuve absolue qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le fait qu'ils ont quitté la voiture de poste pour prendre une voiture de louage est une bien forte présomption. En outre, on n'a pu relever d'eux aucune trace sur la route de Barnet. Eh bien, supposons qu'ils soient à Londres. Ils peuvent y être pour se cacher, mais sans autre motif plus blâmable. N'ayant sans doute ni l'un ni l'autre beaucoup d'argent, ils ont pu trouver plus économique,
sinon aussi expéditif, de se faire marier à Londres plutôt qu'en Écosse. Mais pourquoi tout ce mystère? Pourquoi ce mariage clandestin? Non, non, cela n'est pas vraisemblable. Son ami le plus intime, vous l'avez vu dans le récit de Jane, est persuadé qu'il n'a jamais eu l'intention d'épouser Lydia. Jamais Wickham n'épousera une femme sans fortune. Ses moyens ne le lui permettent pas. Et quels attraits possède donc Lydia, à part sa jeunesse et sa gaieté, pour le faire renoncer en sa faveur à un mariage plus avantageux? Quant à la disgrâce qu'il encourrait à son régiment, je ne puis en juger, mais j'ai bien peur que votre dernière raison ne puisse se soutenir. Lydia n'a pas de frère pour prendre en main ses intérêts, et Wickham pouvait imaginer, d'après ce qu'il connaît de mon père, de son indolence et du peu d'attention qu'il semble donner à ce qui se passe chez lui, qu'il ne prendrait pas cette affaire aussi tragiquement que bien des pères de famille. Mais croyez-vous Lydia assez fermée à tout sentiment autre que sa folle passion pour consentir de vivre avec Wickham sans qu'il soit marié? Il est vraiment affreux, répondit Élisabeth, les yeux pleins de larmes, d'être forcée de douter de sa sœur. Et cependant, je ne sais que répondre. Peut-être suis-je injuste à son égard, mais Lydia est très jeune. Elle n'a pas été habituée à penser aux choses sérieuses, et voilà 6 mois que le plaisir et la vanité sont toutes ses préoccupations. On l'a laissée libre de disposer de son temps de la façon la plus frivole et de se gouverner à sa fantaisie. Depuis que le régiment a pris ses quartiers à Meryton, elle n'avait plus en tête que le flirt et les militaires. Bref, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Comment dirais-je? Pour donner encore plus de force à des penchants déjà si accusés. Et vous savez comme moi que Wickham, par la séduction de ses manières et de sa personne, a tout ce qu'il faut pour tourner une tête de jeune fille. Mais vous voyez, dit sa tante, que Jane ne juge pas Wickham assez mal pour le croire capable d'un tel scandale. Qui Jane a-t-elle jamais jugé sévèrement? Cependant, elle connaît Wickham aussi bien que moi. Nous savons toutes deux qu'il est dépravé au véritable sens du mot, qu'il n'a ni loyauté, ni honneur, et qu'il est aussi trompeur qu'insinuant. « Vous savez vraiment tout cela ?» s'écria Mrs. Gardiner, brûlant de connaître la source de toutes ces révélations. « Oui, certes, » répliqua Élisabeth en rougissant. « Je vous ai parlé l'autre jour de l'infamie de sa conduite envers M. Darcy. Vous-même, pendant votre séjour à Longbourn, avez pu entendre de quelle manière il parlait de l'homme qui a montré à son égard tant de patience et de générosité. Il y a d'autres circonstances que je ne suis pas libre de raconter. Ces mensonges sur la famille de Pemberley ne comptent plus. Par ce qu'il m'avait dit de Miss Darcy, je m'attendais à trouver une jeune fille fière, distante et désagréable. Il savait pourtant qu'elle était aussi aimable et aussi simple que nous l'avons trouvée. Mais Lydia ne sait-elle rien de tout cela? Peut-elle ignorer ce dont vous et Jane paraissez si bien informés? Hélas, c'est bien là le pire. Jusqu'à mon séjour dans le Kent, pendant lequel j'ai beaucoup vu M. Darcy et son cousin, le colonel Fitzwilliam, j'ignorais moi-même la vérité. Quand je suis revenue à la maison, le régiment allait bientôt quitter Meryton. Ni Jane ni moi n'avons jugé nécessaire de dévoiler ce que nous savions. Quand il fut décidé que Lydia irait avec les Forster à Brighton, la nécessité de lui ouvrir les yeux sur le véritable caractère de Wickham ne m'est pas venue à l'esprit. Vous devinez combien j'étais loin de penser que mon silence pût causer une telle catastrophe. Ainsi, au moment du départ pour Brighton, vous n'aviez aucune raison de les croire épris l'un de l'autre? Aucune, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne puis me rappeler le moindre indice d'affection. Pourtant, si quelque chose de ce genre avait été visible, vous pensez que dans une famille comme la nôtre, on n'aurait pas manqué de s'en apercevoir. Lors de l'arrivée de Wickham à Meryton, Lydia était certes pleine d'admiration pour lui, mais elle n'était pas la seule, puisqu'il avait fait perdre la tête à toutes les jeunes filles de Meryton et des environs. Et lui-même, de son côté, n'avait paru distinguer Lydia par aucune attention particulière. Aussi, après une courte période d'admiration effrénée, le caprice de Lydia s'était éteint et elle avait rendu sa préférence aux officiers qui se montraient plus assidus auprès d'elle. On s'imagine facilement
que tel fut l'unique sujet de conversation durant tout le temps du voyage, bien qu'il n'y eût dans tout ce qu'ils disaient rien qui fût de nature à donner plus de force à leurs craintes et à leurs espoirs. Le trajet se fit avec toute la rapidité possible. En voyageant toute la nuit, ils réussirent à atteindre Longbourn le jour suivant, à l'heure du dîner. C'était un soulagement pour Élisabeth de penser que l'épreuve d'une longue attente serait épargnée à Jane. Attirés par la vue de la chaise de poste, les petits Gardiner se pressaient sur les marches du perron lorsqu'elle franchit le portail, et, au moment où elle s'arrêta, leur joyeuse surprise se traduisit par des gambades et des culbutes. Élisabeth avait déjà sauté de la voiture et, leur donnant à chacun un baiser hâtif, s'était élancée dans le vestibule où elle rencontra Jane qui descendait en courant de l'appartement de sa mère. Élisabeth, en la serrant affectueusement dans ses bras, pendant que leurs yeux s'emplissaient de larmes, se hâta de lui demander si l'on avait des nouvelles des fugitifs. « Pas encore, » dit Jane. « Mais maintenant que mon cher oncle est là, j'ai l'espoir que tout va s'arranger. »« Mon père est-il à Londres ?»« Oui, depuis mardi, comme je vous l'ai écrit. »« Et vous avez reçu de ses nouvelles ?»« Une fois seulement. Il m'a écrit mercredi quelques lignes pour me donner les instructions que je lui avais demandées. Il ajoutait qu'il n'écrirait plus tant qu'il n'aurait rien d'important à nous annoncer. »« Et notre mère, comment va-t-elle ? Comment allez-vous tous ? » ?»« Elle ne va pas mal, je crois, bien que très secouée, mais ne quitte pas sa chambre. Elle sera satisfaite de vous voir tous les trois. Marie et Kitty, Dieu merci, vont bien. »« Mais vous » s'écria Élisabeth. « Je vous trouve très pâle. Vous avez dû passer des heures bien cruelles. » Jane assura qu'elle allait parfaitement et leur conversation fut coupée par l'arrivée de Mr. et Mrs. Gardiner que leurs enfants avaient retenus jusque-là. Jane courut à eux et les remercia en souriant à travers ses larmes. Mrs. Bennet les reçut comme ils pouvaient s'y attendre, pleurant, gémissant, accablant d'invectives l'infâme conduite de Wickham, plaignant ses propres souffrances et accusant l'injustice du sort, blâmant tout le monde, excepté la personne dont l'indulgence mal avisée était surtout responsable de l'erreur de sa fille. « Si j'avais pu aller avec toute ma famille à Brighton, comme je le désirais, cela ne serait pas arrivé. Mais Lydia, la pauvre enfant, n'avait personne pour veiller sur elle. Comment se peut-il que les Forster ne l'aient pas mieux gardée ? Il y a eu certainement de leur part une négligence coupable, car Lydia n'était pas fille à agir ainsi, si elle avait été suffisamment surveillée. J'ai toujours pensé qu'on n'aurait pas dû la leur confier. Mais, comme c'est la règle, on ne m'a pas écouté. Pauvre cher enfant. Et maintenant, voilà monsieur Bennet parti. Il va sûrement se battre en duel avec Wickham, s'il le retrouve, et il se fera tuer. Et alors, qu'adviendra-t-il de nous toutes ? À peine aura-t-il rendu le dernier soupir que les Collins nous mettront hors d'ici. Et si vous n'avez pas pitié de nous, mon frère, je ne sais vraiment pas ce que nous deviendrons. » Tous protestèrent en chœur contre ces sombres suppositions, et Mr. Gardiner, après avoir assuré sa sœur de son dévouement pour elle et sa famille, dit qu'il retournerait à Londres le lendemain pour aider M. Bennet de tout son pouvoir à retrouver Lydia. « Ne vous laissez pas aller à d'inutiles alarmes, » ajouta-t-il. « S'il vaut mieux s'attendre au pire, nous n'avons pas de raison de le considérer comme certain. Il n'y a pas tout à fait une semaine qu'ils ont quitté Brighton. Dans quelques jours, nous pouvons avoir de leurs nouvelles, et, jusqu'à ce que nous apprenions qu'ils ne sont pas mariés, ni sur le point de l'être, rien ne prouve que tout soit perdu. Dès que je serai à Londres, j'irai trouver votre mari. Je l'installerai chez moi, et nous pourrons alors décider ensemble ce qu'il convient de faire. »« Oh, mon cher frère !» s'exclama Mrs. Bennet. « Je ne pouvais rien souhaiter de mieux. Et maintenant, je vous en supplie, où qu'ils soient, trouvez-les, et s'ils ne sont pas mariés, mariez-les. Que la question des habits de noces ne les retarde pas. Dites seulement à Lydia qu'aussitôt mariée, elle aura tout l'argent nécessaire pour les acheter. Mais, par-dessus tout, empêchez M. Bennet de se battre. Dites-lui dans quel état affreux vous m'avez vue, à moitié morte de peur, avec de telles crises de frissons, de spasmes dans le côté, de douleurs dans la tête et de palpitations, que je ne puis reposer ni jour ni nuit.
Dites encore à cette chère Lydia de ne pas prendre de décision pour ses achats de toilette avant de m'avoir vue, parce qu'elle ne connaît pas les meilleures maisons. Oh, mon frère, que vous êtes bon. Je sais qu'on peut compter sur vous pour tout arranger. M. Gardiner l'assura de nouveau de son vif désir de l'aider et lui recommanda la modération dans ses espoirs aussi bien que dans ses craintes. La conversation continua ainsi jusqu'à l'annonce du dîner. Alors ils descendirent tous, laissant Mrs. Bennet s'épancher dans le sein de la femme de charge qui la soignait en l'absence de ses filles. Bien que la santé de Mrs. Bennet ne parût pas réclamer de telles précautions, son frère et sa belle-sœur ne cherchèrent pas à la persuader de quitter sa chambre, car ils savaient qu'elle était incapable de se taire à table devant les domestiques, et ils jugeaient préférable qu'une seule personne, la servante, en qui l'on pouvait avoir le plus de confiance, reçût la confidence de ses craintes et de ses angoisses. Dans la salle à manger, ils furent bientôt rejoints par Marie et Kitty, que leurs occupations avaient empêchés de paraître plus tôt. L'une avait été retenue par ses livres, l'autre par sa toilette. Toutes deux avaient le visage suffisamment calme. Néanmoins, l'absence de sa sœur favorite, ou le mécontentement qu'elle avait encouru elle-même en cette affaire, donnait à la voix de Kitty un accent plus désagréable que d'habitude. Quant à Marie, elle était assez maîtresse d'elle-même pour murmurer à Élisabeth dès qu'elles furent assises à table. « C'est une bien regrettable histoire, et qui va faire beaucoup parler, mais de ce triste événement, il y a une leçon utile à tirer. C'est que chez la femme, la perte de la vertu est irréparable, que sa réputation est aussi fragile qu'elle est précieuse, et que nous ne saurions être trop en garde contre les représentants indignes de l'autre sexe. » Élisabeth lui jeta un regard stupéfait et se sentit incapable de lui répondre. Dans l'après-midi, les deux aînés purent avoir une demi-heure de tranquillité. Élisabeth en profita pour poser à Jane maintes questions. « Donnez-moi tous les détails que je ne connais pas encore. Qu'a dit le colonel Forster? N'avait-il, lui et sa femme, conçu aucun soupçon avant le jour de l'enlèvement? On devait voir Lydia et Wickham souvent ensemble. Le colonel Forster a avoué qu'il avait à plusieurs reprises soupçonné une certaine inclination du côté de Lydia surtout, mais rien dont on eût lieu de s'alarmer. Je suis si fâchée pour ce pauvre colonel. Il est impossible d'agir avec plus de cœur qu'il ne l'a fait. Il se proposait de venir nous exprimer sa contrariété avant même de savoir qu'il n'était pas parti pour l'Écosse. Dès qu'il a été renseigné, il a hâté son voyage. Et Denny? Est-il vraiment convaincu que Wickham ne voulait pas épouser Lydia? Le colonel Forster a-t-il vu Denny lui-même? Oui, mais questionné par lui, Denny a nié avoir eu connaissance des plans de son camarade et n'a pas voulu dire ce qu'il en pensait. Ceci me laisse espérer qu'on a pu mal interpréter ce qu'il m'avait dit en premier lieu. Jusqu'à l'arrivée du colonel, personne de vous, naturellement, n'éprouvait le moindre doute sur le but de leur fuite. Comment un tel doute aurait-il pu nous venir à l'esprit? J'éprouvais bien quelque inquiétude au sujet de l'avenir de Lydia, la conduite de Wickham n'ayant pas toujours été sans reproche. Mais mon père et ma mère ignoraient tout cela et sentaient seulement l'imprudence d'une telle union. C'est alors que Kitty, avec un air de se prévaloir de ce qu'elle en savait plus que nous a avoué que Lydia, dans sa dernière lettre, l'avait préparé à cet événement. Elle savait qu'il s'aimait, semble-t-il, depuis plusieurs semaines. Mais pas avant le départ pour Brighton? Non, je ne le crois pas. Et le colonel Forster, semblait-il juger lui-même Wickham défavorablement? Le connaît-il sous son vrai jour? Je dois reconnaître qu'il n'en a pas dit autant de bien qu'autrefois. Il le trouve imprudent et dépensier, et, depuis cette triste affaire, on dit dans Meryton qu'il y a laissé beaucoup de dettes. Mais je veux espérer que c'est faux. Oh, Jane, si seulement nous avions été moins discrètes, si nous avions dit ce que nous savions, rien ne serait arrivé. Peut-être cela eût-il mieux valu, mais nous avons agi avec les meilleures intentions. Le colonel Forster a-t-il pu vous répéter ce que Lydia avait écrit à sa femme? Il a apporté la lettre elle-même pour nous la montrer. La voici. Et Jane, la prenant dans son portefeuille, la tendit à Élisabeth. La lettre était ainsi conçue. Ma chère Harriet,
Vous allez sûrement bien rire en apprenant où je suis partie. Je ne puis m'empêcher de rire moi-même en pensant à la surprise que vous aurez demain matin, lorsque vous vous apercevrez que je ne suis plus là. Je pars pour Gretna Green, et si vous ne devinez pas avec qui, c'est que vous serez bien sotte, car il n'y a que lui qui existe à mes yeux. C'est un ange, et je l'adore. Aussi, ne vois-je aucun mal à partir avec lui. Ne vous donnez pas la peine d'écrire à Longbourn si cela vous ennuie. La surprise n'en sera que plus grande lorsqu'on recevra là-bas une lettre de moi signée Lydia Wickham. La bonne plaisanterie. J'en ris tellement que je puis à peine écrire. Dites à Pratt mon regret de ne pouvoir danser avec lui ce soir. Il ne m'en voudra pas de ne point tenir ma promesse quand il saura la raison qui m'en empêche. J'enverrai chercher mes vêtements dès que je serai à Longbourn, mais je vous serai reconnaissante de dire à Sally de réparer un grand accroc à ma robe de mousseline brodée avant de l'emballer. Mes amitiés au colonel Forster, j'espère que vous boirez tous deux à notre santé et à notre heureux voyage. Votre amie affectionnée, Lydia. Écervelée, insouciante Lydia, s'écria Élisabeth. Écrire une telle lettre dans un moment pareil. Toutefois, ceci nous montre que de son côté, il n'y avait pas de honteuse intention. Mon pauvre père, quel coup pour lui! Il a été positivement atterré. Pendant quelques minutes, il est resté sans pouvoir articuler une syllabe. Ma mère s'est trouvée mal et la maison a été dans un état de confusion indescriptible. « Oh, Jane !» s'écria Élisabeth. « Y a-t-il un seul de nos domestiques qui n'ait tout connu avant la fin de la journée ?» Je ne sais, il est bien difficile d'être sur ses gardes en de tels moments. Notre mère avait des attaques de nerfs et je faisais tout mon possible pour la soulager. Mais je crains de n'avoir pas fait tout ce que j'aurais pu. L'horreur et le chagrin m'ôtaient presque l'usage de mes facultés. Toutes ces fatigues ont excédé vos forces. Vous avez l'air épuisé. Oh, que n'étais-je avec vous? Tous les soins et toutes les angoisses sont retombés sur vous seul. Marie et Kitty ont été très gentilles. Ma tante Phillips, venue à Longbourn mardi, après le départ de notre père, a eu l'obligeance de rester avec nous jusqu'à jeudi. Lady Lucas, elle aussi, nous a montré beaucoup de bonté. Elle est venue mercredi nous apporter ses condoléances et nous offrir ses services, ou ceux de ses filles, au cas où nous en aurions besoin. Lady Lucas aurait mieux fait de rester chez elle, s'écria Élisabeth. Peut-être ses intentions étaient bonnes, mais dans une infortune comme la nôtre, moins on voit ses voisins et mieux cela vaut. Leur assistance ne peut être d'aucun secours et leurs condoléances sont importunes. Qu'ils triomphent de loin et nous laissent en paix. Elle s'enquit alors des mesures que M. Bennet, une fois à Londres, comptait prendre pour retrouver sa fille. Il voulait, je crois, aller à Epsom, car c'est là que Wickham et Lydia ont changé de chevaux pour la dernière fois, et voir s'il pouvait obtenir des postillons quelques renseignements. Son but principal était de découvrir la voiture de louage qu'ils avaient prise à Clapham. Cette voiture avait amené de Londres un voyageur. S'il pouvait connaître la maison où le fiacre avait déposé son voyageur, il aurait à faire là aussi une enquête qui pouvait, pensait-il, lui faire découvrir le numéro et la station du fiacre. J'ignore ses autres projets. Il avait si grande hâte de partir, et il était tellement troublé que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lui arracher ces quelques renseignements. Chapitre 48. Le lendemain matin, on s'attendait à Longbourn à recevoir une lettre de M. Bennet, mais le courrier passa sans rien apporter de lui. M. Bennet était connu pour être en temps ordinaire un correspondant plein de négligence. Tout de même, en des circonstances pareilles, les siens attendaient de lui un effort. Ils furent obligés de conclure qu'il n'avait à leur envoyer aucune nouvelle rassurante. Mais de cela même, ils auraient aimé être certains. Mr. Gardiner se mit en route pour Londres aussitôt après le passage de la poste. Par lui, du moins, on serait assuré d'être tenu au courant. Il devait insister auprès de M. Bennet pour qu'il revînt chez lui le plus tôt possible. Il l'avait promis en partant, au grand soulagement de sa sœur qui voyait dans ce retour la seule chance pour son mari de n'être pas tué en duel.
Mrs. Gardiner s'était décidée à rester quelques jours de plus en Hertfordshire avec ses enfants, dans la pensée qu'elle pourrait être utile à ses nièces. Elle les aidait à s'occuper de leur mère, et sa présence leur était un réconfort dans leurs moments de liberté. Leur tante Phillips aussi les visitait fréquemment, et toujours, comme elle le disait, dans l'unique but de les distraire et de les remonter. Mais, comme elle n'arrivait jamais sans leur apporter un nouveau témoignage des désordres de Wickham, elle laissait généralement ses nièces plus découragées qu'elle ne les avait trouvées. Tout Meryton semblait s'acharner à noircir l'homme qui, 3 mois auparavant, avait été son idole. On racontait qu'il avait laissé des dettes chez tous les commerçants de la ville, et qu'il avait eu des intrigues qu'on décorait du nom de séduction dans les familles de tous ces commerçants. On le proclamait d'une voix unanime l'homme le plus dépravé de l'univers, et chacun commençait à découvrir que ses dehors vertueux ne lui avaient jamais inspiré confiance. Élisabeth, tout en n'ajoutant pas foi à la moitié de ses racontards, en retenait assez pour être de plus en plus convaincue de la perte irrémédiable de sa sœur. Jane elle-même abandonnait tout espoir à mesure que le temps s'écoulait, car, si les fugitifs étaient partis pour l'Écosse, ce qu'elle avait toujours voulu espérer, on aurait, selon toute probabilité, déjà reçu de leurs nouvelles. Mr. Gardiner avait quitté Longbourn le dimanche. Le mardi, sa femme reçut une lettre où il disait qu'il avait vu son beau-frère à son arrivée. Il avait décidé à s'installer à Gracechurch Street. Monsieur Bennet revenait d'Epsom et de Clapham, où il n'avait pu recueillir la moindre information. Il se disposait maintenant à demander des renseignements dans tous les hôtels de Londres, pensant que Wickham et Lydia avaient pu séjourner dans l'un d'eux avant de trouver un logement. Mr. Gardiner n'attendait pas grand-chose de ses recherches, mais comme son beau-frère y tenait, il s'apprêtait à le seconder. Il ajoutait que M. Bennet n'était pas disposé pour l'instant à quitter Londres et qu'il allait écrire à sa famille. Un post-scriptum suivait ainsi conçu. Je viens d'écrire au colonel Forster pour lui demander d'essayer de savoir par les camarades de Wickham si ce dernier a des parents ou des amis en passe de connaître l'endroit où il se dissimule. Ce serait un point capital pour nous que de savoir où nous adresser avec des chances de trouver un fil conducteur. Actuellement, nous n'avons rien pour nous guider. Le colonel Forster, j'en suis sûr, fera tout son possible pour nous obtenir ce renseignement, mais, en y réfléchissant, je me demande si Lizzie ne saurait pas nous dire mieux que personne quels peuvent être les proches parents de Wickham. Élisabeth se demanda pourquoi l'on faisait appel à son concours. Il lui était impossible de fournir aucune indication. Elle n'avait jamais entendu parler à Wickham de parents autres que son père et sa mère, décédés depuis longtemps. Il était possible, en effet, qu'un de ses camarades du régiment fût capable d'apporter plus de lumière. Même sans chance sérieuse de réussir, il y avait à faire de ce côté une tentative qui entretiendrait l'espérance dans les esprits. L'une après l'autre, les journées s'écoulaient à Longbourn dans une anxiété que redoublait l'heure de chaque courrier. Car toute nouvelle, bonne ou mauvaise, ne pouvait venir que par la poste. Mais avant que Mr. Gardiner écrivît de nouveau, une lettre venant d'une toute autre direction, une lettre de M. Collins, arriva à l'adresse de M. Bennet. Jane, chargée de dépouiller le courrier de son père, l'ouvrit, et Élisabeth, qui connaissait le curieux style des lettres de son cousin, lut par-dessus l'épaule de sa sœur. « Mon cher monsieur, nos relations de parenté et ma situation de membre du clergé me font un devoir de prendre part à la douloureuse affliction qui vous frappe, et dont nous avons été informés hier par une lettre du Hertfordshire. Croyez bien, cher monsieur, que Mrs. Collins et moi sympathisons sincèrement avec vous et toute votre respectable famille, dans votre présente infortune, d'autant plus amère qu'elle est irréparable. Je ne veux oublier aucun argument capable de vous réconforter dans cette circonstance affligeante entre toutes pour le cœur d'un père. La mort de votre fille eût été en comparaison une grâce du ciel. L'affaire est d'autant plus triste qu'il y a fort à supposer, ainsi que me le dit ma chère Charlotte, que la conduite licencieuse de votre fille provient de la manière déplorable dont elle a été gâtée. Cependant, pour votre consolation et celle de Mrs. Bennet, j'incline à penser que sa nature était foncièrement mauvaise, sans quoi
elle n'aurait pas commis une telle énormité à un âge aussi tendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes fort à plaindre, et je partage cette opinion non seulement avec Mrs. Collins, mais encore avec Lady Catherine et Miss de Bourgh. Elles craignent comme moi que l'erreur d'une des sœurs ne porte préjudice à l'avenir de toutes les autres, car, ainsi que daignait tout à l'heure me faire remarquer Lady Catherine, qui voudrait maintenant s'allier à votre famille? Et cette considération me porte à réfléchir sur le passé avec encore plus de satisfaction, car si les événements avaient pris un autre tour, en novembre dernier, il me faudrait participer maintenant à votre chagrin et à votre déshonneur. Laissez-moi vous conseiller, cher monsieur, de reprendre courage, de rejeter loin de votre affection une fille indigne et de la laisser recueillir les fruits de son coupable égarement. Croyez, cher monsieur, etc. Monsieur Gardiner ne réécrivit qu'après avoir reçu la réponse du colonel Forster, mais il n'avait rien de satisfaisant à communiquer. On ne connaissait à Wickham aucun parent avec qui il entretint des rapports et très certainement il n'avait plus de famille proche. Il ne manquait pas de relations banales, mais depuis son arrivée au régiment, on ne l'avait vu se lier intimement avec personne. L'état pitoyable de ses finances était pour lui un puissant motif de se cacher, qui s'ajoutait à la crainte d'être découvert par la famille de Lydia. Le bruit se répandait qu'il avait laissé derrière lui des dettes de jeu considérables. Le colonel Forster estimait qu'il faudrait plus de 1000 livres pour régler ses dépenses à Brighton. Il devait beaucoup en ville, mais ses dettes d'honneur étaient plus formidables encore. M. Gardiner n'essayait pas de dissimuler ses faits. Jane les apprit avec horreur. « Quoi ? Wickham, un joueur ? C'est inouï !» s'écriait-elle. « Je ne m'en serais jamais doutée. » La lettre de M. Gardiner annonçait aux jeunes filles le retour probable de leur père le lendemain même, qui était un samedi. Découragé par l'insuccès de ses tentatives, il avait cédé aux instances de son beau-frère qui l'engageait à retourner auprès des siens en lui laissant le soin de poursuivre ses recherches à Londres. Cette détermination ne causa pas à Mrs. Bennet la joie à laquelle on s'attendait, après les craintes qu'elle avait manifestées pour l'existence de son mari. « Comment ? Il revient sans cette pauvre Lydia. Il quitte Londres avant de les avoir retrouvés. Qui donc, s'il s'en va, se battra avec Wickham pour l'obliger à épouser Lydia ?» Comme Mrs. Gardiner désirait retourner chez elle, il fut convenu qu'elle partirait avec ses enfants le jour du retour de M. Bennet. La voiture les transporta donc jusqu'au premier relais et revint à Longbourn avec son maître. Mrs. Gardiner repartait non moins intriguée au sujet d'Elizabeth et de son amie de Pemberley qu'elle l'avait été en quittant le Derbyshire. Le nom de Darcy n'était plus jamais venu spontanément aux lèvres de sa nièce, et le demi-espoir qu'elle-même avait formé de voir arriver une lettre de lui s'était évanoui. Depuis son retour, Elizabeth n'avait rien reçu qui parût venir de Pemberley. En vérité, on ne pouvait faire aucune conjecture d'après l'humeur d'Elizabeth, son abattement s'expliquant assez par les tristesses de la situation présente. Cependant, celle-ci voyait assez clair en elle-même pour sentir que si elle n'avait pas connu Darcy, elle aurait supposé la crainte du déshonneur de Lydia avec un peu moins d'amertume, et qu'une nuit d'insomnie sur 2 lui aurait été épargnée. Lorsque M. Bennet arriva chez lui, il paraissait avoir repris son flegme et sa philosophie habituelle. Aussi peu communicatif que de coutume, il ne fit aucune allusion à l'événement qui avait motivé son départ, et ses filles n'eurent pas le courage de lui en parler elles-mêmes. C'est seulement l'après-midi, lorsqu'il les rejoignit pour le thé, qu'Élisabeth osa aborder le sujet. Mais, lorsqu'elle lui eut exprimé brièvement son regret de tout ce qu'il avait dû supporter, il répliqua : « Ne parlez pas de cela. Comme je suis responsable de ce qui s'est passé, il est bien juste que j'en souffre. » « Ne soyez pas trop sévère pour vous-même, » protesta Élisabeth. « C'est charitable à vous de me prémunir contre un tel danger. Non, Lydie, laissez-moi sentir au moins une fois dans mon existence combien j'ai été répréhensible. Ne craignez point de me voir accablé par ce sentiment qui passera toujours assez tôt. »« Croyez-vous qu'il soit à Londres ? » ?»« Je le crois. Où pourrait-il être mieux caché ? » ?»« Et Lydia souhaitait beaucoup aller à Londres, remarqua Kitty. « Elle peut être satisfaite alors,
dit son père froidement, car elle y demeurera sans doute quelque temps. Après un court silence, il reprit. Lydie, je ne vous en veux pas d'avoir eu raison contre moi. L'avis que vous m'avez donné au mois de mai, et qui se trouve justifié par les événements, dénote un esprit clairvoyant. Ils furent interrompus par Jane qui venait chercher le thé de sa mère. Quelle aimable mise en scène, et que cela donne d'élégance au malheur, s'écria M. Bennet. J'ai bonne envie, moi aussi, de m'enfermer dans ma bibliothèque en bonnet de nuit et en robe de chambre, et de donner tout l'embarras possible à mon entourage. Mais peut-être puis-je attendre pour cela que Kitty se fasse enlever à son tour. Mais je n'ai pas l'intention de me faire enlever, papa, répliqua Kitty d'un ton vexé. Et si jamais je vais à Brighton, je m'y conduirai beaucoup mieux que Lydia. Vous, aller à Brighton? Mais je ne voudrais pas vous voir aller même à Eastbourne pour un empire. Non, Kitty, j'ai appris enfin la prudence, et vous en sentirez les effets. Aucun officier désormais ne sera admis à franchir le seuil de ma maison, ni même à passer par le village. Les bals seront absolument interdits, à moins que vous n'y dansiez qu'avec vos sœurs, et vous ne sortirez des limites du parc que lorsque vous aurez prouvé que vous pouvez consacrer 10 minutes par jour à une occupation raisonnable. Kitty, qui prenait toutes ces menaces à la lettre, fondit en larmes. « Allons, allons, ne pleurez pas, lui dit son père. Si vous êtes sage, d'ici une dizaine d'années, je vous promets de vous mener à une revue,